Bonjour. Dites-moi, lorsque vous faites vos achats et vous trouvez face à plusieurs options pour un même type de produit, laquelle choisissez-vous? La plus naturelle, celle qui a le meilleur goût, la moins chère, la plus chère? Personnellement, je trie les options par prix croissant et je prends la deuxième. Comme ça, je me dis qu'elle ne doit pas être trop mauvaise pour la santé. À partir du moment où il a été possible d'automatiser l'affectation du prix à un bien, certains vendeurs ont commencé à utiliser des algorithmes pour choisir le prix de leurs produits. C'est ainsi qu'un jour de l'année 2011, sur une plateforme en ligne dont nous avons déjà parlé, ce livre sur les mouches a été proposé à la vente pour la bagatelle de 23 millions de dollars. Cette valeur aberrante n'était que le fruit de l'interaction malencontreuse de deux algorithmes. En effet, deux vendeurs proposaient ce livre sur la plateforme et chacun avait utilisé un algorithme pour fixer son prix. L'un d'eux avait pour principe de vendre à un prix légèrement inférieur à l'offre concurrente la plus basse, afin d'être toujours le moins cher sur le marché, tout en garantissant un revenu intéressant. L'autre algorithme avait une logique inverse et vendait le livre un peu plus cher que l'offre concurrente la plus basse. C'était un moyen de séduire les consommateurs, pensant qu'un prix plus élevé était le signe d'une meilleure qualité. Comme ces deux vendeurs étaient les seuls à vendre ce livre plutôt rare, leurs algorithmes ont à tour de rôle mis à jour leur prix en se basant sur celui de leur seul concurrent. Ils ont ainsi fait progressivement grimper les offres vers des montants rarement atteints pour des livres scientifiques. Malgré ces premiers signes alarmants, les humains toujours plus cupides ont continué à développer des algorithmes de plus en plus sophistiqués afin de maximiser leurs profits. Ils ont ainsi pu, à partir de données sur le comportement des consommateurs, fixer des prix de façon dynamique en répondant à l'évolution de la demande avant même qu'elle ne se produise, grâce à des modèles prédictifs d'apprentissage statistique. Déjà dans les années 1990 est apparu ce qu'on appelle le yield management, une stratégie consistant à ajuster le prix des billets d'avion ou des chambres d'hôtel en fonction des prévisions sur les disponibilités, de manière à maximiser le profit tout en influençant le consommateur. Ces stratégies sournoises se situent au niveau des individus, mais on peut faire la même chose à l'échelle des entreprises. Dès qu'on a pu automatiser l'exécution de transactions boursières dans les années 1980, il n'a pas fallu longtemps pour qu'une nouvelle pratique apparaisse. Le trading algorithmique, c'est-à-dire l'exécution par des algorithmes d'opérations sur les marchés financiers. Au début, cela consistait à utiliser des données statistiques et un peu d'intelligence artificielle afin de remplacer des traders humains par des algorithmes équivalents plus performants, ayant une vision plus globale des tendances, moins biaisée par l'esprit humain. Cela fonctionnait tellement bien que certaines personnes ont décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est ainsi que vers 2005, le trading haute fréquence est apparu. Alors que jusqu'ici, les opérations boursières étaient réalisées par des humains ou des algorithmes imitant leur comportement, le trading haute fréquence utilisait la rapidité des machines pour permettre l'exécution de transactions en 800 nanosecondes, c'est-à-dire plus d'1 million d'opérations par seconde. Cela permet de réagir très rapidement aux variations du marché et de faire des micro-profits très vite. Comme diverses entreprises faisaient la même chose, rapidement certains algorithmes ont cherché à induire les autres en erreur en ayant volontairement un comportement aberrant. C'est ainsi qu'à partir d'un marché contrôlable et sensé, on est passé à ce miasme instable et imprédictible, comparable à la première partie de Twitch Plays Pokémon en 2014. Ce qui permettait d'évaluer la valeur d'une entreprise est devenu un champ de bataille pour ces algorithmes, un jeu sur lequel ils essayaient de maximiser leur score. Pendant ce temps, des humains perdaient sporadiquement de grosses sommes d'argent. Car il s'agissait bien d'argent réel qui était mis sur la table. Pourtant, il y a un siècle, c'était un des sujets de préoccupation majeurs des gens. L'argent était à la base de toutes les transactions. Ne pas en avoir était une cause de grands soucis, surtout pour une chaîne d'Holovision. Pour les algorithmes, ce n'étaient que des chiffres avec lesquels ils jonglaient. Ils ne se préoccupaient que peu de l'impact réel que cela pouvait avoir, comme le montraient les crashs éclairs de 2010, 2030, 2035. Bien sûr, après avoir fixé les prix des produits et des actions boursières et les avoir manipulés, il n'a fallu qu'un pas pour que les algorithmes se mettent à calculer la valeur de chaque individu. Après tout, toutes les données imaginables étaient à leur disposition, la majeure partie des gens n'hésitant pas à confier leurs informations personnelles à leur smartphone. Les algorithmes ont ainsi pu dresser un profil précis de chaque personne et faire des prévisions éclairées quant à leur futur. C'est grâce à ce profil que dans les années 2010, des assurances ont pu proposer fièrement une tarification sur mesure. Par exemple, les clients conduisant prudemment étaient récompensés par leur assureur automobile, le tout à condition, bien sûr, de laisser l'assurance mettre un mouchard sur leur véhicule. Maintenant, tout cela ne nous choque plus. Nous savons tous que les algorithmes nous jugent en permanence. Après tout, ils en savent plus que nous-mêmes sur notre vie passée, présente et future. Il est donc normal qu'ils soient chargés d'évaluer toutes nos actions et de nous attribuer un karma, cette valeur décidant mensuellement du salaire qui nous sera accordé. Voilà, l'algorithme qui a généré le script de cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos du piratage des algorithmes. Fin de fichier.